merci beaucoup à tous les trois. Donc aussi pour la présentation et pour l'invitation dans ce lieu que j'avoue je ne connaissais pas. Je n'ai pas fréquenté, je ne l'ai pas utilisé. Comme pas mal de gens de ma génération parisienne, j'ai surtout connu la Sorbonne par sa cour en 1968, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est un endroit que je n'ai pas énormément connu. Je me souviens d'avoir traîné une nuit là-dedans, à l'époque, d'être monté. Il y a un petit observatoire. On était monté là-haut parce qu'il y avait des gars un peu louches, enfin ça. Mais c'est des souvenirs très très lointains. Voilà, donc comme on vous l'a dit, ça devait être fait d'abord en décembre, puis en mars, puis en avril. Et enfin, aujourd'hui, ça a l'air de pouvoir se dérouler. Enfin, on va voir. Et quand ça devait être en mars, ça a dû être annulé la veille ou 2 jours avant. Et donc, j'avais préparé un petit texte d'introduction. Parce que, donc, je vais le lire, mais il va redire sans doute des choses qui ont déjà été dites dans les présentations. Donc normalement, c'est au début du mois de décembre que cette lecture ou restitution aurait dû avoir lieu. Pour les raisons que vous savez, elle a été reportée et elle se déroule dans des conditions particulières avec une audience limitée en nombre. Je n'imagine certes pas que dans le cadre de la vie régulière de la bibliothèque, elle se serait tenue devant une foule considérable, mais justement le côté extrêmement restreint de la petite communauté qu'à l'instant nous formons ne fait que souligner le caractère minoritaire d'opérations telles que celle de cette restitution. Les écrivains, ou du moins ceux d'entre eux dont le travail peut être assimilé à une recherche, ce n'est pas le cas de tous, sont accoutumés à l'invisibilité, et c'est toujours pour eux une joie lorsqu'on leur propose de laisser entrer un peu de jour sur leur travail. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à remercier la BIS et la Maison des écrivains, la BIS et la MEL, de m'avoir associé à l'une des saisons de la série, donc intitulée Le livre en question, laquelle consiste, voilà. Tel est le propos de la présente séance, une restitution, autrement dit un acte d'écriture en l'occurrence, par lequel on est censé rendre à une institution ce qu'elle nous a donné. C'est au fond la logique même de fonctionnement d'une bibliothèque de prêt, mais dans ce cas précis, au lieu d'un livre qui lui aurait emprunté, l'écrivain doit remettre à la bibliothèque un texte inédit par lequel il rend compte de ce qu'il y a perçu ou aperçu en la visitant. Grâce à la numérisation, il est possible aujourd'hui de faire ces visites en mode virtuel, mais j'ai tout de suite opté pour le mode plus classique peut-être, mais surtout plus vivant, d'une exploration physique des lieux. Et là encore, je remercie tous ceux qui l'ont rendu possible, à commencer par Ismaël Jules Fersac, qui aurait été mon principal guide dans ce qui s'apparente, même si l'image est convenue, à un dédale. Vous le verrez, ce n'est que sur un point précis de ce dédale que porte ma restitution, mais avant de vous la donner, je tiens à souligner à quel point l'existence même de lieux tels que la BIS, avec sa très belle salle de lecture, ses réserves et son fonctionnement, est importante. Ici, chacun en est convaincu, mais ailleurs et dans des lieux où l'on a le pouvoir de modifier les conditions de l'accès aux livres et à la lecture, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et les difficultés que rencontre en ce moment, entre autres, la MEL, en sont l'illustration. Il me semblait nécessaire de faire mention de ce hiatus entre un monde régi par des gens qui croient que l'on peut faire l'économie du sens et ceux qui, par leur vie même, savent qu'il est par nature infini. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire le truc, le texte, la restitution, je ne sais pas comment appeler ça. Le titre, c'est « Avec quelques fantômes ». Voilà. Un livre qu'on vient de lire entre aussitôt dans un compartiment de la mémoire que l'on peut assimiler à une sorte de salle d'attente. Pas encore vraiment rangé, pas encore installé dans le lent processus d'oubli qui va malgré tout le gagner, soit il s'éclipse très vite, soit il prolonge et densifie le réseau d'associations que sa lecture a fait surgir. Par exemple, le livre sur l'invention de l'écriture de Silvia Ferrara,
qui vient d'être traduit en français. J'ai tout de suite voulu le lire. Et dès le commencement, il a éveillé en moi quantité d'appels en direction d'autres livres, lus parfois bien avant lui. Le grand mérite de ce livre enthousiaste, qui s'appelle La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture, le grand mérite de ce livre enthousiaste est de parler de l'invention de l'écriture au pluriel et de faire état de plusieurs provenances distinctes et non reliées les unes aux autres, et de multiplier par conséquent envers les écritures et leur mode de surgissement les références, les indications et les hypothèses. Mais cela, au détriment, m'a-t-il semblé, de cette épaisseur qui rend les approches anthropologiques vraiment mémorables. Voulant sans doute retrouver cette épaisseur et par la même occasion vérifier certains points, je me suis donc tourné vers des pistes de lecture anciennement suivies, en l'occurrence celle de 2 livres que je n'avais pas ouverts depuis des années. Il s'agit du livre de John Chadwick sur le déchiffrement du linéaire B et de celui d'Alfred Métraux sur l'île de Pâques. Par-delà ce que j'ai pu y retrouver à cette occasion, respectivement sur les origines de la langue grecque ou sur le mystère des tablettes pascuanes, ce dont je veux parler, c'est de la joie que j'ai éprouvée en les dénichant facilement. Certes un peu jaunis l'un et l'autre, mais telle qu'elle. Et cette joie se comprend encore mieux à l'aune de ce qui arrive quand c'est l'inverse qui se passe et que le livre sur lequel on pensait pouvoir mettre la main s'avère introuvable. Bien sûr, l'on est d'abord à la recherche d'un contenu, mais il se trouve que les livres sont des objets, des existences physiques singulières, et que c'est aussi comme tels qu'ils ont une histoire qui leur est propre, et cela vaut pour tout exemplaire existant où qu'il soit conservé. À compter du moment où il sort des presses, chaque livre suit un parcours, fait de stations plus ou moins espacées, certaines d'entre elles pouvant, comme on sait, être extrêmement longues et confinées à un profond sommeil, que leur séjour se place dans un espace privé ou dans une bibliothèque publique. Là, dans l'espace certes envahi, mais restreint aussi selon d'autres critères de ma propre bibliothèque, je fus tout content donc de retrouver ces 2 livres, l'un et l'autre entraînant avant même que je ne les rouvre tout un monde de souvenirs et d'échos. Celui d'Alfred Métraux, un volume de la défunte collection Idées, imprimé en 1965 et reproduisant sur sa couverture les signes de la fameuse écriture figurant sur les tablettes trouvées à l'île de Pâques, et ayant toujours, comme la plupart des livres de poche de ce temps-là, une faible odeur de champignons légèrement sucrés. Je le relis à ce moment de ma formation, où dans le droit fil de la lecture de Bataille et de Léris, je lus quantité de livres rendant compte de populations éloignées dans le temps ou l'espace. La figure d'Alfred Métraux, marquée aussi par sa fin tragique, et dont j'eus plus tard la chance d'entendre me parler Michel Léris, étant entre tous les auteurs alors fréquentés l'une des plus attachantes. Quant au livre de John Chadwick, publié en français en 1972 dans la collection Bibliothèque des Histoires, et qui restitue les conditions du déchiffrement du linéaire B et de son identification en tant qu'écriture proto-grecque, je pense que le moment où je le lus se rattache à toutes ces années où j'ai cherché à combler par une intense activité de lecture le déficit résultant du fait que je n'avais pas au lycée fait d'études classiques, cette ignorance du grec et du latin me poursuivant d'ailleurs encore. De ces 2 livres lus il y a donc de cela 30 ou 40 ans, je ne me souvenais certes pas très bien, et ce serait une exploration passionnante que de se demander de quoi sont faits les souvenirs, très variables en intensité, que l'on garde des livres, et pourquoi il se fait que là même où l'on croyait que tout était effacé, le simple fait de reparcourir quelques lignes ou de repérer des passages soulignés ou marqués d'une croix suffit à faire remonter toute une matière ou tout un climat. Mais en tout cas, et c'est ce sur quoi je veux insister, ils étaient là, ces livres, et avec eux cette possibilité justement de faire revenir du passé la teneur d'un chemin emprunté jadis. Le cas de figure ici est le plus simple. Il s'agit de cheminements privés dont la traçabilité est facile à reconstituer. Mais qu'en est-il avec les livres qui sont dans les bibliothèques et que l'on emprunte pour quelques heures ou quelques jours? D'où viennent-ils et où vont-ils?
quelles sont leurs histoires et leur avenir. Leur usure visible et palpable, et parfois des marques laissées par des lecteurs, attestent de leur destin, mais tout reste anonyme et rien ne permet de configurer l'étoilement de connotations et d'échos qu'ils ont soulevés. Or, ce serait sans doute un roman formidable que celui qui saurait raconter ce qui arrive à un livre maintes fois consulté, et à des époques différentes, ce qu'il a évoqué au premier lecteur qui l'a demandé, vers quel point précis du savoir ou à quelle évasion il a conduit d'autres lecteurs au fil du temps, comment il est resté un long moment sans recevoir de visite, puis comment un beau jour, rappelé grâce à une recherche inattendue, il a été rendu à son pouvoir premier, demeuré intact et peut-être même augmenté par le temps. C'est ce pouvoir, bien sûr, qui fait le prix des livres et des bibliothèques. Chaque livre pris séparément l'exerce avec plus ou moins de force, mais si l'on songe à la quantité de sens représentés par l'accumulation de milliers et de milliers et de milliers de volumes, un vertige survient. Étant donné que chaque livre, en droit tout au moins, constitue une réserve de sens sans fin renouvelable, qu'en est-il avec la masse de sens représentée par l'ensemble d'une bibliothèque ? Question évidemment sans réponse, ou qui se délite dans une pelote infinie dont chaque moment de lecture tire un fil à la fois. On l'oublie en lisant et en étant plongé dans sa lecture, car telle est l'expression courante si juste. Mais lire, c'est toujours suivre un seul chemin entre des milliards de chemins possibles. Et si d'une lecture à l'autre, chaque ligne, chaque phrase, chaque fragment de ce chemin reste identique dans son tracé, ainsi qu'en décide l'inscription et l'institution de l'écriture, ce qu'ils appellent dans l'esprit de celui qui les suit en les enchaînant se modifie constamment, de telle sorte que ce n'est pas une exagération de décrire les livres comme des batteries de sens susceptibles de se recharger sans fin. Si l'écriture est bien l'ombre portée de la parole qu'elle fixe, elle est comme elle toujours déjà ouverte à l'interprétation. Le sens qui simultanément la porte et la stimule ne lui vient que comme ce qu'elle va elle-même véhiculer. Mais cette conduite du sens fonctionne comme un appel à témoin, chaque phrase demandant à celui qui la lit de vérifier son pouvoir de résonance en se laissant emmener par lui. Écoute donc ce que je te dis, dit chaque phrase. Mais cette demande, chaque lecteur ou témoin l'entend à sa façon, et celle-ci est unique et non reproductible. Y compris lorsqu'on relit un livre, on ne retrouve jamais intégralement le chemin qu'une première fois on avait suivi. Et il arrive même, lorsque la relecture en question se fait au bout d'un certain temps, qu'on ne retrouve plus du tout ce chemin qu'on avait emprunté, et que du même coup l'on se sente étranger à ce soi-même que l'on a été autrefois. Ce potentiel infini d'écarts, de sursauts, de relais, de caramboles et même d'oubli, c'est ce qu'est chaque bibliothèque, et l'on ne peut dès lors que rêver de voir cet infini ou cette infinition du sens continuellement s'incarner. Mais dans les faits, c'est-à-dire dans les données ou les contraintes spatiales d'un lieu déterminé, cette incarnation finit toujours par rencontrer ses limites. N'étant pas extensible à l'infini, toute bibliothèque ne peut à la fin que borner l'infini qu'elle suggère. Lorsque les rayonnages sont pleins, que les caves et les couloirs sont remplis, un dilemme se présente. Soit il ne faut plus accepter de nouvelles entrées, soit il faut en éliminer d'anciennes. Comme une bibliothèque qui ne prendrait plus de nouveaux titres et qui serait devenue incapable de revivifier ses contenus par de nouveaux apports, équivaudrait à une bibliothèque morte, ou tout au moins stagnante. C'est en règle générale la solution de l'élimination qui prévaut. L'opération qui consiste à sélectionner dans les collections les ouvrages qui vont en être éliminés, les bibliothécaires eux-mêmes l'appellent le désherbage. Ce terme imagé emprunté au jardinage, ça pile, un jardinier vient d'entrer. Ce terme imagé emprunté au jardinage fait le pont avec le monde végétal. Et il est amusant, en suivant les contours, de considérer les livres faits de ce produit dérivé des végétaux qu'est le papier
comme des sortes d'herbes et naturellement d'herbes folles. Derrière la métaphore jardinière se profile le projet d'un éclaircissement, puisque ce qui est en cause, c'est une croissance incontrôlée qu'il faut réguler et, à terme, un envahissement qu'il faut combattre. De même qu'il est habituel, coutumier, de se débarrasser des plantes dites invasives ou des herbes supposées mauvaises, il semble naturel de finir par rejeter certains livres devenus encombrants. Ceux, tout d'abord, qui ont été lus si souvent que leur état s'en ressent et qu'il faut par conséquent remplacer. Cas de figure qui confine au rajeunissement pur et simple et qui n'est guère différent de ce qui arrive lorsqu'on remplace une tuile ou une poutre dans un édifice éprouvé par le temps. Mais c'est avec les livres qui, au contraire, ne sont plus demandés et par conséquent jamais lus, ou très rarement lus, que le désherbage devient problématique. Qu'en s'entassant de tels livres prennent la place de ceux qui continuent d'arriver, c'est l'évidence. Mais on le comprend aisément, les critères selon lesquels on sélectionne les ouvrages à éliminer ne sauraient être purement quantitatifs. On imagine bien que dans certains bureaux, comme cela s'est vu récemment dans le monde des archives, soit envisagée une systématisation du désherbage qui se fonderait sur un ratio établi à partir de la fréquence des demandes. Mais il est facile d'imaginer aussi à quelles erreurs et à quelles pertes conduirait une telle attitude. Dès lors, ce ne peut être qu'au jugé, et quasiment cas par cas, que la sélection peut se faire, sachant qu'elle ne conduit pas nécessairement les livres à leur perte. Le pilon n'est la solution que pour ceux assimilés à du papier à recycler, mais dans bien des cas, il s'agira plutôt de réorienter le livre en le proposant par exemple à une autre bibliothèque où l'on présume qu'il sera davantage à sa place. Toujours est-il que découvrant lors de ma première visite des réserves et des sous-sols labyrinthiques c'est un lieu commun, mais c'est vrai, les sous-sols labyrinthiques de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, la BIS, découvrant donc l'espace où les livres appelés à la quitter prochainement sont réunis, j'ai marqué le pas. Au lieu de ne faire que passer, j'ai voulu voir et revoir, et j'y suis donc revenu. De dimension restreinte, cet espace, comme on peut s'y attendre, n'a rien de spécial. Et s'il est en effet quelque peu relégué dans les profondeurs, aucun signe particulier ne le marque vraiment. Les livres, faisant partie d'un prochain désherbage, y sont sagement rangés sur des rayonnages et rien hormis le désordre total de leur classement. De fait, il n'y a pas de classement. Et peut-être, à l'aspect dépenaillé de quelques-uns d'entre eux, rien ne se signale à l'attention. Mais sachant qui ils étaient et quel était leur sort, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et aussitôt que j'en ai pris quelques-uns pour en tourner les pages, la coloration d'adieu que j'avais pressentie s'est confirmée. Ce qui m'est apparu, c'est qu'à cette réunion de hasard, où pouvait voisiner une brochure éditée par l'Institut français de Damas, contenant une étude sur les décrets mamelouks de Syrie, une thèse sur l'univers poétique d'Alexandre Bloch, une édition de poche éreintée de l'Odyssée ou du Phédon de Platon, et un petit livre sur les ressources en eau souterraine, pour ne citer que quelques titres, il fallait accorder, ne fût-ce qu'en passant, un peu d'attention et peut-être discrètement dire adieu. Non certes en entonnant une sorte de traîne, mais plus simplement en prenant acte de l'existence de ces livres et en considérant leur rassemblement fortuit comme un éclat inattendu de cette bibliothèque interminable que nous portons en nous et qui nous dépasse. Tout pan ou recoin de bibliothèque retient en lui quelque chose du rêve borgésien de la bibliothèque de Babel, et où que nos pas nous portent dans les allées du savoir, nous tombons sur des travées que nous n'emprunterons jamais, et dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Mais c'est peut-être quand cela nous est rappelé inopinément, et non au sein d'une recherche orientée, de façon rigoureuse, que la leçon, car c'en est une, est la plus surprenante. Se peut-il qu'il y ait un ordre secret dans ce qui alors nous est livré en vrac? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le penser, mais qu'à chaque pointe de sens qui apparaît, il y ait la propagation toujours possible d'un écho distendu. C'est là ce qui nous est donné. Par conséquent, pour rendre compte de ce que j'ai éprouvé en croisant ces livres destinés à se séparer les uns des autres,
comme du lieu de leur conservation, livres en fin de vie pour quelques-uns d'entre eux, destinés à aller vers d'autres rayonnages, d'autres horizons pour d'autres. Je ne vois pas d'autre solution que de faire venir en surface quelques-uns des éléments qu'ils ont fait apparaître, et je commencerai par une question qui figure dans cette thèse sur bloc dont j'ai déjà fait mention. Il s'agit de la thèse de Sophie Bonneau, de son vrai nom Sofia Grigorievna Glickman-Toumarkin, et qui est plus connue d'ailleurs, non pas sous le nom de Sophie Bonneau, mais de Sophie Lafitte, et qui a publié dans les années 50-60 des ouvrages sur les grands écrivains russes du XIXe siècle et du début du XXe. Pourquoi commencer par celui-là? Parce qu'entre tous les livres que j'ai ouverts, les pages de celui-ci n'avaient même pas été coupées. Or, de ce livre, par conséquent, jamais lu, et peut-être sur le point de disparaître, voici ce qui s'est échappé, envolé, et que j'ai retenu. Je cite, « Est-ce à dire que le 18 juin 1904, la Vierge d'Azur fut pour Bloch morte à jamais ?» Question qui, pour le moment, restera sans réponse, mais qui a la teneur d'un flocon isolé, mystérieusement conservé dans ce sous-sol, et suggérant l'idée que c'est en vérité toute une tempête de neige qu'un livre peut libérer. Autre signe ou autre flocon si l'on veut. Dans un livre d'un genre somme toute assez semblable, l'essai de Jean Richer sur Gérard de Nerval, édition de 1961, le rappelle qu'il fut donné à Gérard de voir des bayadères. En effet, est-il écrit, une troupe de danseuses hindoues vint à Paris et avant toute représentation donna un petit spectacle pour les journalistes, Allée des Veuves, dans un local si non loin des Champs-Élysées. L'Allée des Veuves, je prends l'accent lyonnais, je ne sais pas pourquoi, l'Allée des Veuves, soit dit en passant, je l'ignorais, étant le nom qu'avait alors l'avenue Montaigne, à l'époque, qui nous semble bénie, où elle n'était qu'un chemin desservant jardins, potagers et guinguettes. Dans une édition de 1888, des idylles de Théocrite, un ex-libris montrant un sphinx aux ailes largement déployées. Dans une brochure russe relative à un sarcophage trouvé près du détroit de Kertch, brochure publiée à Moscou en 1949, écrite avec soin au crayon de papier par une main anonyme, la traduction française des légendes cyrilliques des figures, et non traduite par contre, celle d'illustrations montrant divers outils préhistoriques dans une brochure d'archéologie imprimée à Irkoutsk, oui, en 1966. On peut se demander, en effet, par quelle série de hasards de tels ouvrages ont pu se retrouver là, au sein de collections plutôt liées à la littérature. Question qui se poserait aussi, et même davantage, pour les 9 gros volumes de la Natural History of New York Paleontology, qui répertorie, via des planches d'une très grande beauté graphique, l'ensemble de toutes les couches fossiles retrouvées dans le sous-sol de l'État de New York. Peut-être est-ce au sein d'un autre égaré, le livre que j'ai déjà mentionné du savant russe N.A. Plotnikov sur les ressources en eau souterraine, que l'on trouverait sinon des indications, du moins des schémas, permettant de comprendre les ramifications secrètes par lesquelles les contenus des livres, tout comme l'eau, circulent, se perdent et réapparaissent, nous fournissant en tout cas, avec la résurgence, l'illustration même de ce qui arrive à chaque fois qu'une source de sens inattendue jaillit au droit d'une page. Dans ces voyages, il arrive que les livres soient un instant accompagnés, mais si les soulignements, parfois insistants et toujours absurdes, à quoi peut bien servir le fait de souligner ou de noter des remarques dans un livre qu'on ne possède pas et qu'on ne reprendra plus? Ces accompagnements, ces traces, en sont les traces les plus fréquentes. Il peut arriver qu'il y en ait d'autres, plus joyeuses, et s'adressant peut-être au lecteur futur comme un clin d'œil complice. Ainsi, ce commentaire écrit à l'encre, dans un exemplaire abîmé de l'opuscule sur les noms d'agents et noms d'actions en indo-européen, qu'Émile Benveniste publia chez Adrien Maisonneuve, tout près d'ici, en 1948, commentaire qui disait tout simplement « chapeau », à côté d'une note qui, dans l'avant-propos, précisait que l'auteur ayant perdu ses manuscrits pendant la guerre avait dû reconstituer toute la documentation de l'ouvrage. Peut-être en va-t-il avec les livres comme avec les défunts, et qu'il convient de les accompagner eux aussi, non pas vraiment après leur mort, mais plutôt pour qu'ils ne meurent pas.
C'est du moins ce que me suggèrent ces lignes de Françoise Frontisy Ducroux. C'est un livre aussi qui se trouvait dans cet espace. Ces lignes de Françoise Frontisy Ducroux figurant dans Actéon, ses chiens et leurs maîtres, un article faisant partie d'un recueil sur l'animal dans l'Antiquité, paru en 1997. Je cite: « Tant que les rites funéraires n'ont pas été exécutés, la psyché du défunt, incapable d'entrer dans l'Hadès, erre sur terre, à proximité de l'endroit de son trépas. L'idée de livres appelés à errer autour des lieux où ils furent conservés, c'est un peu ce que suggérait cette enclave des futurs désherbés. Mais ne pourrait-on pas dire qu'au-delà de chaque lecture que l'on fait de lui, tout livre part dans un voyage, mobile ou immobile, dont ne le délivrera que le prochain lecteur, et que chaque lecture, dès lors, est le rite qui permet au livre de vivre et de traverser le temps. Comme on le sait, à chaque fois qu'en bibliothèque un livre est consulté, il est remplacé en rayon par ce qu'on appelle son fantôme. Des livres devenant eux-mêmes des fantômes, c'est un peu ce à quoi l'on est confronté dans cet espace réservé aux livres appelés à quitter la bibliothèque pour toujours. En feuilletant quelques-uns, j'ai pu vérifier que tout livre, ou presque, quel que soit son sujet ou son genre, même lorsqu'il se tient éloigné de toute volonté narrative, fonctionne comme un secret buissonnement de fiction. Les bayadères que Nerval a croisées sur l'allée des Veuves, la Vierge d'Azur d'Alexandre Bloch, mais aussi les fossiles de l'État de New York ou la coupe longitudinale d'une nappe captive, et j'en passe, ce sont certes de toutes petites pointes, de minuscules têtes d'épingle issues d'une manne inépuisable, mais il m'a semblé qu'en les recueillant, loin de seulement céder à une tentation antiquaire ou fétichiste, j'avais involontairement ouvert une petite vanne et pu vérifier par là même que ce qui en venait avait prise sur l'infini du sens. Que toute bibliothèque d'un peu d'importance soit l'annexe d'une centrale insituable où cet infini se recharge sans cesse, on peut certes l'éprouver de mille et une autres manières, ne serait-ce qu'en découvrant dans la bibliographie d'un livre que l'on consulte l'interminable surgissement de ramifications formant devant l'esprit comme une cascade virtuelle. Mais avec les quelques éclaboussures que j'ai pu recueillir, semblables à celles que provoque à la surface de l'eau une pierre lancée qui ricoche, il me semble que j'ai été furtivement en contact avec la matière même qui forme la cascade, soit cette immense nappe captive d'où provient et où retourne tout ce qui traverse la mémoire. Tout cela grâce à quelques futurs fantômes, mais les fantômes, on les appelle aussi les revenants. Voilà. J'ajoute que je me rends compte en le lisant là que ce rapport aux livres, presque en les individualisant, presque comme des personnes, je me rends compte qu'à un moment je dis qui ils sont. Ce rapport au livre il m'a été suggéré d'une certaine manière par l'expérience que j'ai eue avec ma chère compagne Gilberte Say, ici présente, quand on a créé à la bibliothèque palatine de Parme, pour le théâtre Stabile de Parme, une pièce de théâtre qui s'appelle Une nuit à la bibliothèque, qui est une commande de ces gens formidables qui faisaient organiser un festival à Parme, et ils donnaient la bibliothèque palatine, qui est un endroit absolument superbe, et une très belle bibliothèque style empire un peu, c'était construit sur l'instigation de Marie-Louise, pour la veuve, enfin, comment dire, la séparée de Napoléon. Elle avait fait des tas de travaux, mais c'est en sein d'un énorme palais, etc. Puis ça donne sur le marché de la ville. C'est-à-dire que la vie, elle est juste là, on ouvre les fenêtres et tout. Et moi, il m'a toujours horripilé l'idée que les livres, c'est pas la vie, etc. Et là, on voit la proximité, la mixité. Et donc, on a l'idée de cette pièce de théâtre, ça avait été de faire en sorte que de faire venir les spectateurs la nuit dans la bibliothèque non éclairée, et les spectateurs s'asseyant aux places des lecteurs assistaient à la promenade que faisaient quelques livres. Il y avait des livres qui s'individualisaient, devenaient des personnes, donc c'est comme un conte. Hein. Et ces livres venaient et se rencontraient, discutaient entre eux. Et voilà. Et puis il y avait un moment
un jeune livre hein, qui venait d'arriver. Il n'était pas connu des autres, et puis, ah, dis donc, c'est incroyable. Et à un moment, il allait à la fenêtre, et il n'osait pas regarder. Les autres disaient, mais t'as jamais vu le monde? Vas-y. Et le livre regardait le monde. Et il y avait, bon, là, il y avait quelque chose de gracieux quand même, pas dans l'idée, mais dans la réalisation de tout ça. Et donc le fait que les livres puissent être comme ça je ne parle pas de l'objet, et surtout pas en termes de bibliophilie, même si la bibliophilie est respectable, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et quand on voit quelqu'un heureusement on le voit encore relativement beaucoup, je trouve, même dans le métro, quand on voit quelqu'un qui lit un livre, d'accord, c'est un rapport entre un individu et ce qu'il est en train de lire, mais ça passe par cet objet tellement étrange, quoi, au fond, et qui est formidable. Et une autre fois, là, j'avais fait une conférence pour les enfants qui s'appelle La magie du livre, je crois, et je leur parlais vous savez, des petits livres comment ça s'appelle? Pop-up. Je leur parlais des pop-up. Et je leur en avais amené un, évidemment, pour qu'ils voient comment ça marche. Mais je dis, mais finalement, tous les livres sont des pop-up. Dès que tu fais ça, le monde te saute au visage. Et le rapport incroyablement économique, en fait, entre la quantité de choses qu'un livre peut contenir et son peu d'embarras, ça continue relativement de m'émerveiller. Mais ça passe par un être physique, voilà. Moi, je suis extrêmement étonnée de voir comment, effectivement, alors cet endroit qui est assez petit, hein, je précise qu'il n'y a pas des kilomètres de livres. Non, mais je sais jamais. Parce que c'est une question assez, douloureuse pour les bibliothécaires, que cet aspect de devoir retirer des ouvrages de la circulation. Il y a un intérêt supplémentaire. Voilà, on a eu l'occasion d'en parler. Vous savez, quand on fait ce qu'on appelle une charte documentaire, actuellement on fait des chartes documentaires pour dire quels sont les livres qu'on avait achetés, dans quelle thématique, etc. Si on va plus acheter ceci ou cela en fonction des budgets qu'on va avoir. On essaie de formaliser tout ce qu'on fait. Et en général, la partie qui manque, qu'on ne fait pas ou qu'on a du mal à faire, c'est une partie qui normalement doit y être. C'est aussi toute la politique à la fois de conservation, mais aussi de non-conservation, d'élimination. C'est assez compliqué. Alors, on a relativement chance ici, puisque les bibliothèques de recherche, a priori, c'est très marginal, qu'on ne conserve pas. Mais néanmoins, donc ça se traduit plutôt, je dirais, par des non-entrées, notre politique de désherbage. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pendant longtemps, on n'accueillait pas de dons, très peu de dons, parce que le don, c'est l'irruption brutalement de parfois 1000, 2000, 3000, 4000 livres, même 10 fois 10 000, quand il y a une institution qui arrive à la bibliothèque, et alors il faut les traiter, il y en a dans les couloirs partout, il faut savoir qu'on a un problème de place endémique, donc c'est assez compliqué. Et donc ça, c'est vrai que c'est une question assez cruciale, et dans pas mal de circonstances de la bibliothèque, on s'est rendu compte que cet endroit qui nous pose problème, en fait, qui est vraiment un crève-cœur, est celui qui fascine absolument le plus les écrivains et les plasticiens. Alors, si bien que ça nous a un petit peu réconcilié avec le Pilon, on a récemment confié des ouvrages du Pilon à des plasticiens qui en ont fait des livres, des œuvres, en fait, que par ailleurs nous avons racheté après, ce qui nous a permis, en fait, mais moins, pas tous, mais enfin un certain nombre. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir comment ce point dur là pour nous est celui qui retient l'attention, parce qu'en général c'est complètement caché en fait. C'est vrai qu'il faut pouvoir y accéder, il faut pouvoir voir ce qui s'y passe. Et voilà, donc c'est pour nous très intéressant parce qu'en fait ça nous a un peu réconciliés avec cette partie difficile de notre métier. Ce que j'entends aussi dans ce que tu m'as dit, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais quand tu parles après tu parles du pop-up, donc de la magie du livre, la petite conférence que tu avais sans doute commandée, Gilberte. Ce qu'on essaie de faire, tu
tu parlais, et je t'en sais gré, hein, tu as remercié la vis et la mêle de chercher encore un peu le sens dans ce magma triste aujourd'hui. Ce qui, moi, me semble très intéressant dans tout ce qu'on peut proposer quand on travaille avec des jeunes ou des moins jeunes, c'est de montrer. J'avais un ami qui s'appelle Pierre Dumayel, je ne peux pas faire quoi que ce soit sans le nommer, Pierre. Il avait écrit une chose, un truc étonnant, il avait écrit « Quand j'écris, il pleut davantage ». Et quand on te lit, toi, et quand on t'écoute parler de ces livres qui étaient là sur des tables prêts à partir, ce que moi j'entends, c'est la précision, la précision du sens, la précision par les mots que tu choisis. Et tout ce travail-là, malheureusement, on est en train d'essayer de nous le voler au profit je dirais, de textes sans relief. Voilà, et donc c'est ça qui est très difficile pour nous aujourd'hui dans notre travail. Et on essaie de monter, j'y tiens puisque tu as parlé du désherbage, du jardinage, etc. On essaie de faire des choses en ce moment qui mettent en relation la nature et la littérature. Et on dit à la Maison des écrivains que la littérature est une science naturelle du langage. Pour nous, c'est évident. Mais il faut être entendu pour ça. Non, pas vraiment. Voilà, je ferme la parenthèse, mais pour nous, c'est essentiel, cette précision qu'on trouve dans certains textes et pas toujours, qui font qu'ils restent. Voilà. Ouais. Comme j'ai visité les lieux, j'ai hésité aussi mais j'ai abandonné l'idée, mais j'ai beaucoup aimé ici, quelque part par ici, il y a l'espace Victor Cousin en fait, qui est complètement intact. Enfin, c'est comme c'était à l'époque de Victor Cousin, donc on est dans un climat de comment on pourrait dire, de milieu académique du 19e siècle, avec sa grandeur, même c'est ridicule éventuellement un peu pour nous. Mais il y a un objet qui m'a énormément touché là-dedans, c'est une petite statue en bois de Descartes. Il y a un Descartes qui est grand comme ça. Il est absolument charmant. Et si on dit qu'est-ce que tu veux voler à la bise, c'est lui. Et alors, après, j'aurais eu toute une réflexion sur justement ego sum, quoi. Celui qui dit le cogito, c'est ce type de 70 cm de haut. Enfin, et il est là. Et ce qu'il fait, et il y a une phrase absolument magnifique parce que parenthèse, ça m'énerve toujours quand les Français sont cartésiens. Si c'était vrai, ça se saurait. Hein. Mais bon, et tous les lieux communs sur Descartes, etc. C'est vrai qu'il a dit mettre possesseur de la nature, mais sa pensée ne se résume pas à ça. Et en tout cas, le cogito reste quelque chose d'une des plus fortes pensées qui ait jamais été émise. Et il y a un des plus grands, un grand philosophe russe, qui s'appelait Merab Mamardashvili. Je le dis, c'était un ami de Jean-Pierre Vernant, enfin un type formidable, georgien, qui a sauvé pratiquement l'enseignement de la philosophie dans les années Brejnev à Moscou, un homme extraordinaire. Il a écrit un livre qui s'appelle Méditation cartésienne. Et à un moment, il dit, mais le cogito, au fond, c'est exactement, c'est ce qui se passe quand une pierre tombe dans l'eau. Comme ça. C'est aussi précis que ça. Et donc, je m'étais dit, mais si j'étais parti là-dedans, j'aurais fait un texte un peu abscon, je crois. Voilà. Ouais. Voilà. Mais elle est très jolie, cette statuette. Il y en a une autre qui est dans la tête, non. Pas celle-là. Ouais. Alors, je rajouterais quand même un mot sur la présence des sciences. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas du tout. Alors là, on n'est pas dans le livre abîmé, etc. On est dans le fait qu'une bibliothèque, en fait, elle a une histoire. Donc, en fait, cette bibliothèque-là, c'était la bibliothèque de la faculté des lettres et de la faculté des sciences. Vous avez tous visité tout à l'heure la grande salle. Au plafond, il y a un médaillon qui essaie justement de relier les deux. Dans l'escalier d'honneur, qui n'est plus maintenant l'escalier d'honneur, puisque voilà, on rentre par le hall que vous avez pris, il y a deux figures qui allient le rêve, c'est-à-dire les lettres,
et puis la science, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, etc. Ce balancement entre les sciences et les lettres est extrêmement présent en Sorbonne, au moment de la reconstruction de la nouvelle Sorbonne. Et cette bibliothèque-là, c'est le centre, le cœur, le pouls de la nouvelle Sorbonne. Donc il y avait ces deux aspects. Et du reste, une des salles d'histoire que vous n'avez pas pu visiter, mais c'est l'ancien laboratoire de géologie. Donc alors, on a une histoire liée aux sciences, même si les directeurs de cette bibliothèque ont traditionnellement été des antiquisants, des philosophes, etc. Et il n'y a jamais eu, de ma connaissance, de grands scientifiques, sciences dures. Dans les directeurs? Non, dans les directeurs de la bibliothèque. Donc du coup, en fait, ces livres-là, qui ont eu toute une histoire, c'est une couche archéologique en fait de l'histoire de l'accumulation de la bibliothèque qui n'est plus vivante, puisque vraiment, c'est bien longtemps qu'on n'achète plus de livres de sciences. Et surtout, comme vous l'avez dit, qu'on les a cédés, c'est-à-dire qu'à une époque, faire de la place, ça a été céder les collections de sciences à Jussieu. Oui, non, mais par exemple, moi j'ai pris garde à ne pas décrire, à bien faire la différence entre le désherbage extrêmement précautionneux auquel il est procédé ici et c'est vrai, des plans ministériels dont on imagine que c'est au bulldozer comme dans leur tête. Hein. Et je voulais surtout pas dénoncer une pratique, au contraire, en plus, pour ce qui est à titre personnel à la maison, il y a un besoin de désherbage absolument drastique, quoi. Et on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop par où attaquer, etc. C'est toujours pareil, tu te dis finalement ce roman, je l'ai lu il y a 40 ans, je ne le relirai jamais, puis le lendemain, justement, t'en as besoin. Enfin, c'est bien connu comme ça. Et ce problème d'espace, il est intéressant en soi d'ailleurs, il est très intéressant. Mais il y a un côté aussi, en ce moment d'ailleurs c'est relancé par le site AOC, je ne sais plus qui, les 10 livres que tu emmènerais sur une île déserte, etc. Et pour moi, 10 livres c'est incroyablement peu, quoi. C'est-à-dire, pour 10 livres... Donc c'est un livre en plusieurs volumes. Oui, alors on va dire, il faut déjà dire à la recherche du temps perdu, je sais pas quoi, mais que moi j'emmènerai pas en ce qui me concerne d'ailleurs, je tiens à le dire. Voilà, mais bon, c'est toujours l'idée de choisir, quoi. Elle est embêtante pour le livre. C'est pas l'univers du livre n'est pas celui-là plutôt qu'un autre. Et tout ce qui est lié il y aurait la structure, disons, la structure psychique du hiérarchique, quoi. C'est quelque chose qui est terrible, qui est infiltré partout. Et ici, avant que ça ne ferme pour travaux, la maison des écrivains avait essayé, on l'a fait, tu n'étais pas là encore, je pense, Naël. On avait travaillé sur la question des notes en bas de page. On avait commandé des textes à des écrivains, des petites nouvelles sur ce fameux rapport qu'on a aux notes en bas de page, qui évidemment renvoie à d'autres ouvrages. Et ça avait été assez épatant parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu le Muséum national d'histoire naturelle avant la fermeture, qui a été sauvé finalement par des dons, etc. Et je vous ai vu le son et lumière. C'était dans les années, je ne sais pas quoi, je m'étais trouvée là. Il y avait de la poussière partout au muséum, c'était très étonnant. Et ici, c'était pareil, ça allait fermer, il y avait pratiquement, quelques ouvrages encore sur les étagères, dans la salle Jacqueline Romilly. Et c'était intéressant parce que vraiment, les écrivains avaient pris la chose à bras-le-corps. Et voilà, et c'est ça aussi, ce lien entre les livres que vous avez rendu vivant quand vous avez fait cette nuit de la bibliothèque, je pense. Mais on peut faire des choses formidables avec la preuve. Vous n'avez pas le projet de la reprendre, cette pièce?
Nous, on a eu la chance de la lire, Ouais. Florence et moi, au moins. Mais, c'est-à-dire, c'était à Parme, on avait fait une première expérience avec Gilbert. Ils étaient venus nous voir et on avait fait une première expérience dans un endroit formidable qui s'appelle la Fondazione Magnani Rocca, qui est une collection d'art dans une villa à 15 km de Parme. Et ils nous avaient dit, voilà, vous faites ce que vous voulez dedans. Donc on avait fait une pièce, un spectacle, et qui reposait déjà sur la notion d'interdit. C'était déjà Berlusconi au pouvoir. C'était le premier passage de Berlusconi au pouvoir. Et on avait imaginé, avec Gilbert, que Berlusconi avait interdit la visite des musées. Tout devait passer par la télé. Et donc, des résistants organisaient des groupes clandestins pour visiter les musées quand même, la nuit. Et c'était assez épatant parce que c'est un endroit très très beau. Et les spectateurs étaient dehors, à la grille. On ouvrait la grille. Enfin, les acteurs, qui étaient des sortes de guides, les guides acteurs, ouvraient la grille et disaient aux spectateurs, la nuit tombait, tout ça, et disaient, faites pas de bruit, hein, il y a d'autres groupes comme ça, comme le nôtre, on va entrer. Et de fait, c'est assez facile à reproduire une sensation de clandestinité. Puis moi, ça m'a permis de réaliser un vieux rêve, qui est de visiter un musée à la lampe, comme un voleur, à la lampe torche, quoi. Et alors, en plus, bon, là, il y avait des merveilles, enfin, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais donc, ce spectacle avait été bien réussi. Et ils nous ont demandé un autre. Et ils étaient une équipe formidable. Ils disent, ben voilà, on en était au réfectoire d'un monastère du XIIe siècle, enfin, etc. Ça sentait trop la mauvaise soupe, je m'en rappelle. Mais puis bon, il y avait quand même des effluves un peu trop liés à la religion, pour moi, à mon goût. Et puis, on est arrivé à cette bibliothèque palatine, et là, un coup de foudre immédiat, quoi. Et assez vite, s'est mis en place cette idée. Et c'est un spectacle qui a été donc créé je crois en 1999, oui. Et donc, à l'extrême fin du siècle dernier. Et ce spectacle, on a eu la chance qu'il tourne beaucoup en Italie. Il a été choisi, je ne sais pas, pour faire une tournée. Donc moi, je n'ai pas pu tout faire, mais Gilbert a eu la chance de suivre toute la tournée à des endroits tous plus épatants les uns que les autres. À Rome, comment s'appelait la bibliothèque ? Angelica. Angelica, une bibliothèque un peu bonbonnière, comme ça, incroyable. À Naples, une bibliothèque avec vue sur le Vésuve, enfin... Et à Turin, une bibliothèque magnifique. Et ça s'est bien passé. Puis après, cette pièce, elle a été jouée en France aussi, à plusieurs endroits, y compris dans la salle de lecture de l'abbaye d'Ardenne, à Limec. Mais en France, là où c'était le mieux, ça a été quand ça a été joué dans la bibliothèque de la maison d'éducation des jeunes filles de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, qui est un endroit d'une architecture, parce que l'architecture qui date de la extrême fin 17e, début 18e, très belle et très austère, quoi. C'est quand Madame de Maintenon, c'est ça, avait commencé à croire qu'elle était pieuse. Et donc, ils avaient les moyens de s'en donner l'illusion par des architectures austères. Enfin, cette architecture est restée, et ce lieu est devenu... sous l'Empire, la maison d'éducation, c'était un pensionnat pour jeunes filles de la noblesse, ça a été transformé en maison d'éducation des jeunes filles de la Légion d'honneur, et ça existe toujours. Et si vous avez des enfants et un peu de piston dans les milieux pseudo-républicains, vous pouvez mettre votre enfant, il aura le bac avec mention au-delà de bien, quoi. Et enfin, c'est un lycée épatant, mais avec un fonctionnement absolument incroyable, hein. On avait vu... Les jeunes filles en uniforme encore, des tables en marbre sous le portrait de l'empereur, enfin, c'est dément, hein, c'est la République. Ça doit plaire beaucoup à certains, etc. Mais l'espace, la nuit, alors là, pour faire croire aux fantômes, c'était tranquille. Hein. Bon, ça marche tout seul. Voilà, ça marchait tout seul. C'est plus dur dans certains endroits. Et ensuite, cette pièce, elle a été traduite dans plusieurs langues, en russe.
Et en russe, bon, puisqu'on est là pour causer, c'était très amusant à la bibliothèque de Saratov, enfin amusant, c'était une énorme bibliothèque universitaire dont les livres avaient tous été vendus. Donc, il n'y avait plus que les rayonnages. Et le rapport au dehors, on était au rez-de-chaussée, dehors c'était vraiment des images classiques de la Russie, quoi, avec un peu de neige, le tramway vide qui passe dans la rue, de l'autre côté, sans mentir, Lénine de 6 mètres de haut en train de montrer un truc comme ça. Elle est une équipe d'acteurs formidable. Et elle a été jouée aussi, même ça c'était à la faveur d'une période où c'était possible, elle a été jouée en persan à la Bibliothèque nationale de Téhéran. Ça c'était tout à fait spécial. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a cette idée, et ça marche tout seul, qu'un livre devient un être, une silhouette, et qu'il se met à parler. Voilà. Ben, le refaire, oui, moi je ne sais pas, moi je ne suis pas metteur en scène. Mais en tout cas, comme auteur, j'interdis, on m'a déjà proposé, j'interdis qu'elle soit jouée au théâtre, dans un théâtre. Elle peut être jouée que dans une bibliothèque. Alors, Écoutez, on vous remercie Dignente. d'avoir renoué notre fil d'Ariane avec la littérature et puis les fantômes. Ne regarde pas comme ça. Bon.